Bon, donc ici, toutes les vidéos d'électrostatique sont des aides, je veux dire, qui vont nous aider dans différents domaines au cas où on aurait besoin de force électrostatique, notamment dans, dans une des vidéos que je ferai, que je n'ai pas encore entamée, concernant, je veux dire, les liaisons chimiques et donc la covalence normale polarisée où interviennent des charges électrostatiques et donc des forces électrostatiques coulombiennes. Et donc, il y aura des forces électrostatiques coulombiennes et donc des attractivités qui se feront. Et il y aura des forces de liaison ainsi que des énergies de liaison en présence, vu qu'on a des forces électrostatiques, donc on aura des énergies. Qui dit énergie, l'énergie est partout. Qui dit énergie dit force. Qui dit force dit champ de force. Voilà, donc on retrouve des forces un peu partout, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Mais cette fois-ci, si je veux voir le champ, je vais parler un petit peu du champ dû à une charge sphérique. Voilà. Donc quand on parle d'électrostatique, on parle de force électrostatique et de champ électrostatique. Voilà, de champ électrostatique. En général, c'est ça. Et bien sûr, qui dit force dit énergie. Hein. Il y a de l'énergie qui va intervenir fatalement. Euh, donc, on a bien des forces de nature non pas mécanique, mais électriques produites dues à des charges. Et dans ce cas-ci, ce sont des charges ponctuelles. Ponctuelles. Voilà. Donc, le champ coulombien possède évidemment, comme on l'a vu, une symétrie sphérique. Hein. Pourquoi? Parce qu'on avait considéré des points. Donc, un point. Donc, dans un point, on a une symétrie sphérique où on aurait pu considérer un champ radial, c'est-à-dire ayant la forme d'une sphère. D'une sphère, voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, on a bien une symétrie de sphère, sphérique, hein, et ceci, c'est la conséquence justement directe du caractère, je veux dire, isotrope de la notion de charge donc ponctuelle, c'est-à-dire l'isotropie, ça veut dire c'est que ça caractérise l'homogénéité des propriétés dans toutes les directions. Il n'y a pas, je veux dire, de changement de propriété dans une direction ou une autre. On a les propriétés qui restent, je veux dire, homogènes dans toutes les directions. Et tout est conservé. Il y a une espèce de conservation, je veux dire, des propriétés caractérisées dans toutes les directions possibles. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'isotropie contre l'isotropie, le caractère d'isotropie. Donc le champ coulombien répond à la notion de caractère d'isotropie, de la notion de charge ponctuelle et donc de symétrie sphérique d'office. Quand on a isotropie, c'est-à-dire que les propriétés sont indépendantes indépendantes de toute direction, hein, ça ne varie pas, eh bien ceci est dû à une symétrie sphérique. On peut dire qu'on a une symétrie sphérique, donc fatalement les directions qui sont, enfin le caractère homogène des propriétés se fait dans toutes les directions sans altération, on va dire. Alors, le champ dû à une charge quelconque est répartie sur une surface sphérique, possède naturellement la même symétrie. Hein. Donc, que ce soit, je veux dire, une symétrie, on peut avoir une symétrie due à une charge radiale, hein, ou une charge ponctuelle, soit une charge ponctuelle, soit une charge radiale. Donc ici, quand je dis radiale, c'est une surface qui est déjà sphérique. Hein. Alors que là, bon, c'est un point. Bon, on a une isotropie aussi bien là que pour le point que pour, je veux dire, une surface sphérique, ou donc là où on a un champ radial. Voilà. Donc, dans les deux, on a isotropie, puisqu'on a tous les deux symétrie, et donc fatalement, ces deux champs sont tout aussi bien l'un que l'autre des champs coulombiens. Donc répond
à la loi de Coulomb. Attention que tous les champs ne sont pas coulombiens. Je verrai à l'avenir des champs qui ne sont pas coulombiens. Voilà. Mais par exemple, si je prends l'atome, l'atome, l'électron et le proton, si je prends les atomes pour faire des liaisons, là, on voit bien que les atomes, ce sont des symétries sphériques. Hein. Ce sont des symétries sphériques, donc on a une espèce d'isotropie, donc fatalement, on a un champ coulombien. Donc on peut faire intervenir la loi de Coulomb. Voilà. Je verrai des champs qui ne sont pas coulombiens, j'en verrai d'autres. On calculera, je veux dire, la force, qu'est-ce que vaut la force, euh, la valeur de la force, que vaudra la valeur de la force du champ, on calculera le potentiel, des potentiels non colombiens, etc., etc. On verra tout ça. Bon. Mais ici, dans ce cas-ci, ce que j'ai abordé auparavant dans les vidéos précédentes, c'était des champs coulombiens à géométrie sphérique, que ce soit un champ dû à une charge ponctuelle ou sphérique. Donc maintenant, ce qui veut dire que quand je parlerai de champs coulombiens ou de champs sphériques, on va dire que ce seront des expressions analogues, des expressions synonymes, des expressions identiques. Voilà. Bon, alors, il faut savoir que les forces électrostatiques peuvent s'additionner vectoriellement. Et pour ça, on peut travailler ces champs vectoriels dans l'espace, dans un trirectangle x, y, z. Hein, enfin, quand je dis x, y, z, bon, où se situent les x, y, z, ça n'a pas d'importance. Hein. Bon, il y a les repères trirectangles directs et les non directs et tous les autres. Hein. J'aurais pu mettre y ici, le x là. Bon, mais le direct, le connu, le plus utilisé, c'est x, y, z. C'est-à-dire, je fais tourner l'axe X vers l'axe Y, ça va engendrer, via la règle du tire-bouchon, je veux dire, un Z montant. Et donc ça, c'est un trièdre direct. Bon, donc, la somme vectorielle de... Les forces sont des vecteurs, donc on peut faire les sommes vectorielles de forces électrostatiques engendrées par plusieurs charges, tout comme on peut faire la somme vectorielle des potentiels électriques qui sont des scalaires. Donc, voilà, donc, et les sommes vectorielles de force électrique ou de champ électrique dans un repère a été abordée dans une des vidéos que j'ai appelée électrostatique 8, bon, qui expliquait tout ça. Mais auparavant, il y avait une vidéo qui a été toute faite sur les cosinus directeurs, parce qu'on a besoin des cosinus directeurs pour, je dirais, expliquer un petit peu les formules concernant les sommes vectorielles de champ et de force dans un repère rectangle. Voilà. Donc ici, je l'ai appelé x, y, z, mais j'aurais pu l'appeler, les vecteurs de base ici sont i, j et k, mais j'aurais pu les dénommer E1, E2, E3. Voilà. Généralement, on dénomme dans un... Voilà. Donc, la vidéo numéro 8 explicite ça. Mais il y a juste un petit problème, c'est que la vidéo avant, bon, j'avais pas de la haute densité au niveau de la caméra. Hein, j'ai dû racheter une nouvelle caméra et à un moment donné, il fut un temps, je n'avais pas de la haute densité. Mais là, cette vidéo-là, elle est pas en haute densité. Et donc, fatalement, bon, elle est un petit peu, on va dire pas saccadée, mais un petit peu floue. Mais on comprend tout ce qu'il y a dedans. Donc, celui qui veut comprendre les notions explicitées, il n'y a aucun souci, il peut aller voir cette vidéo électrostatique numéro 8 et la parcourir de long en large. Et maintenant, s'il a besoin de savoir qu'est-ce que c'est un cosinus directeur ou un paramètre directeur, j'ai fait des vidéos mathématiques concernant le cosinus directeur et le paramètre directeur, et donc il pourra faire des calculs vectoriels dans des trirectangles de champs et de forces électrostatiques. Bon, alors j'avais une des remarques que je peux dire aussi, c'est que, rappelez-vous, quand j'avais fait une vidéo sur l'électrisation,
Hein, j'avais explicité l'électrisation par différentes méthodes, celle par frottement, par influence, l'électrisation, je veux dire, pyroélectrique, piézoélectrique, etc. J'avais différents types d'électrisation, de formation de charge à de très petites valeurs. On avait parlé, je veux dire, de la préexistence des charges Q. On avait dit que les charges Q étaient un invariant. Tout comme le champ, comment on appelle ça? Le champ gravifique, G, il préexiste indépendamment de toute masse au voisinage de la Terre. Donc, bien qu'il n'y ait pas de masse, il y a une préexistence du champ de gravitation G. Voilà. Bien sûr, en un endroit, le champ de gravitation est un invariant. G est un invariant. Il préexiste sur Terre. Eh bien, il en est de même du champ électrique, comme je l'ai dit auparavant, dans une des vidéos concernant les forces, concernant les charges électriques. Hein, dans les vidéos concernant l'électrisation, je crois que j'avais parlé de l'invariant des charges électriques Q. Donc, aussi bien les charges sont des invariants, elles préexistent, que le champ électrique est un invariant. Le champ électrique est un invariant. Voilà. Et rappelez-vous que si je dis que le champ électrique est égal à... le champ, c'est... le champ, c'est la force électrostatique sur Q. Voilà. Rappelez-vous qu'on ramenait pour un coulomb. Le champ, c'était, je veux dire, la force exercée pour unité de charge qui était le coulomb. Donc, c'était une action locale. Hein. Donc, c'est la force exercée pour un coulomb, mais on n'avait jamais un coulomb. Donc, si on voulait une force correspondant à une autre charge, eh bien, il suffisait de multiplier par le Q. Donc, le champ était, je veux dire, constant au niveau local, et on pouvait trouver, je veux dire, pour tout type de charge, la force exercée. Donc, on avait le champ était, on va dire, une spécificité locale. Donc, il suffisait que je multiplie, si je multiplie par Q, ben, Q qui ne vaut pas un coulomb, mais différent d'un coulomb, un microcoulomb par exemple, je peux obtenir la proportion de force que j'aurai au point calculé. Eh bien, il en est de même pour la gravitation. Vous comprendrez que la gravitation, c'est pareil. La gravitation, je veux dire, elle préexiste indépendamment de toute masse au voisinage. Donc, supposons que je prenne le poids d'un corps, P0, j'appelle le poids P0, je le divise par sa masse, et bien ceci, c'est la constante de gravitation G. Elle est constante en un point. Donc si je veux calculer le poids d'un corps d'une autre masse, bien, il suffit que je multiplie le poids de tout corps, de n'importe quel corps divisé par sa propre masse, multiplié par la masse d'un autre corps. Donc ici j'aurai M1, M2. P01, ça c'est P01. Mais j'aurais pu faire aussi P0 d'un autre poids que j'appelle 2. Hein, je vais les mettre en, comment est-ce qu'on appelle ça? En scalaire, donc en norme. Donc ici, P0 sur M1 fois M2, ben, j'obtiens, on va dire, on va obtenir le poids du corps de masse M2. Maintenant, si je prends un autre poids, quel qu'il soit, je divise par sa masse M02, par M2, par sa masse M2. Bien, j'aurai quoi? J'aurai G, la gravitation.
Et si je fais fois toujours cette masse M2, ben, j'aurai le poids de M2. Donc, quel que soit, je veux dire, quel que soit le poids de n'importe quel corps que je vais prendre, divisé par sa masse, j'obtiendrai toujours une constante qui est la constante de gravitation. Et je multiplierai par une masse donnée pour avoir le poids de cette nouvelle masse donnée. Donc en fait, je veux dire par là que le champ préexiste. Eh bien, c'est la même chose pour ce que je viens d'expliquer concernant le champ électrique. Le champ électrique divisé par E est égal à E F sur Q. Hein, voilà, F sur Q. Et ça, c'est le champ électrique. Voilà, voilà, je vais faire l'analogie comme suit. Donc, le poids d'un corps divisé par sa masse, ça fait le champ gravifique, G, en norme. Hein. Et en électrostatique, la force, hein, le poids c'est une force aussi, hein, c'est une force. Hein. Voilà, le poids c'est une force. Une force divisée par par la charge électrique, eh bien, ça donne le champ. Ici, on a le champ gravifique. Ici, on a le champ électrique. Donc, on a le champ gravifique et le champ électrique. Tous les deux, je veux dire, la charge, elle préexiste. Hein, la charge préexiste. Le champ préexiste aussi. Donc, la charge est un invariant et le champ gravifique préexiste aussi. Bon, ici, on peut se dire que le poids, c'est une force. Donc, on a bien une force de poids divisée par une masse. Et là, on a une force. La force du poids, c'est une grandeur mécanique. Hein. Alors que là, c'est une force, on va dire, de nature électrique. Une force de nature électrique divisée par sa charge, ça fait le champ électrique. Le champ électrique. Qui, localement, je veux dire, est constant. Maintenant, pour trouver la force due à une charge haute que 1 coulomb, parce que ça c'est pour une charge de 1 coulomb, haute que pour une charge de 1 coulomb, mais je multiplie par Q, différent de 1 coulomb bien sûr. Et là, j'aurai quoi? Ici, j'aurai la force correspondant à une charge différente de 1 coulomb, sachant que ceci localement est constant. Eh bien, on peut faire la même chose ici. Si je multiplie par une masse différente de 1 kg, mais j'aurai le poids, hein, qui est aussi une force. Ici, si je multiplie par une charge différente de 1 coulomb, j'ai une force électrique correspondant à cette charge différente de 1 coulomb. Ici, si je multiplie par une masse différente de 1 kg, mais j'aurai une force mécanique de poids, hein, qui sera quoi? Qui sera égale au poids de cette masse différente de 1 kg. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, ceci est bien une constante. Ceci, localement, est une constante. Et ceci, localement, est une constante. Et si je veux, calculer pour une charge différente de 1 kg, de 1 coulomb, mais je multiplie l'action locale fois la charge pour avoir la force électrique locale, qui est différente de
1 coulomb. Et là, c'est la même chose. Si je veux le poids d'une masse, hein, je peux prendre en référence une autre masse, hein, et je calcule son poids, le poids d'une autre masse sur sa masse pour avoir le champ de gravitation qui est constant localement, multiplié par la masse, une nouvelle masse, et cette nouvelle masse, en faisant le G fois cette nouvelle masse, j'ai le poids de cette nouvelle masse. Donc en fait, on fait, c'est une espèce, on va dire, ce sont des espèces de comparaisons, des comparaisons qui ont leur raison. Parce que généralement, les comparaisons ne sont pas forcément raison, mais ici, les comparaisons ont, on va dire, des points de vue rationnels. Pourquoi? Parce que le fait de comparer, je compare la masse par rapport à une nouvelle masse par rapport à une autre masse pour laquelle je connais son poids. Et grâce à cette comparaison, je permets de trouver le poids de cette nouvelle masse, on va dire. On va dire c'est proportionnel. C'est proportionnel. Donc je peux calculer le poids de n'importe quelle masse concernant, je veux dire, le poids et la masse, on va dire le poids et la masse de base. Un poids et une masse de base. Qui serait, je veux dire, n'importe quel poids, n'importe quelle masse de base. Voilà. Je prends un objet de tel poids, je divise par cette masse, ben, j'ai, je veux dire, le rapport constant G. Rapport constant. Et à partir de là, je prends une autre masse, je multiplie par cette constance locale pour obtenir le nouveau poids de la nouvelle masse. Eh bien, il en est de même pour les deux. Donc, on voit bien l'analogie qu'il y a entre champ gravifique et comment est-ce qu'on appelle ça, champ gravifique et champ électrique. Le champ gravifique n'est tout simplement qu'un champ, on va dire, dit mécanique. C'est un champ mécanique préexistant, qui préexiste déjà. Il préexiste. Eh bien, le champ électrique, c'est pareil. Les charges préexistent. Et donc, le champ électrique est préexistant aussi. Voilà. Et donc, allez voir la vidéo numéro 8 qui va un petit peu, je veux dire, faire en sorte que comment jouer avec plusieurs charges, hein, comment vont-elles, je veux dire, agir pour donner des forces bien spécifiques, et qui dit force électrostatique spécifique due à plusieurs charges dira dans l'espace bien sûr, hein, parce que j'ai parlé de trirectangle, c'est dans l'espace x, y, z, et donc des potentiels pour chacun, les potentiels que donneront ces différentes charges. Et donc on peut trouver la résultante. Parce qu'en mécanique, quand on a l'action de plusieurs forces, on peut trouver une force résultante qui est la somme totale de toutes les forces en présence. Pour avoir en fait, à l'aide d'un seul vecteur, la composante qui va donner l'ensemble des effets donnés par les différents vecteurs. Et il en sera de même, on aura un potentiel total comme on aura une force résultante totale. Donc ça, je l'ai fait dans la vidéo numéro 8. Et donc je calcule dans la vidéo 8 donc le champ total, puisque le champ total, hein, c'est tout simplement un ensemble de forces par unité de charge. Voilà. Donc c'est un ensemble de forces par unité de charge. Donc fatalement, on s'est retrouvé le E étant vectoriel, donc je peux faire des sommes vectorielles. Hein. Voilà. Alors la charge élémentaire de l'électron, je le respécifie ici, c'est la plus petite charge qui puisse exister. Hein. La plus petite charge qui puisse subsister jusqu'à présent, bon, on n'a pas découvert d'autre, c'est la charge de l'électron. En valeur absolue, c'est la charge du proton aussi, parce que l'électron, c'est une valeur juste négative, parce que le proton hein, a une valeur positive aussi, qui est la même. Hein. Donc c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs en valeur absolue, sans tenir compte de signes. Alors, il faut bien savoir que quand on joue avec, quand on est en présence de charge électrique, en présence de charge électrique, bien sûr, vous avez des actions, fatalement, malgré tout, on dit force électrique, mais ce sont, on va dire, ça reste du mécanique, hein, ça reste du mécanique, mais ce sont on va dire, des forces provoquées par des charges électriques.
des charges provoquées par des charges électriques en présence. Voilà. Bon, si je prends par exemple deux charges, Q et grand Q et petit q, ils peuvent être intervertis, ça ne change rien. Ça ne change rien. Mais ce qu'on peut dire, c'est que grand Q va agir sur petit q et petit q va agir sur grand Q. Donc, vous l'aurez compris que ce sont des charges provoquées par des... Enfin, ce sont des forces provoquées par des charges électriques. Donc, on va dire que ce sont des forces électriques. Mais en vérité, ça reste quand même une action mécanique. Ça reste une action mécanique. D'où la loi de Newton, qui n'est pas loin, une des lois de Newton, qui est bien sûr la loi de l'action et de la réaction. Si Q exerce une action sur, si grand Q exerce une action sur petit q, eh bien petit q exerce la même action sur grand Q. La loi de l'action est égale à la réaction. Voilà. Et si elles se répulsent, elles vont dans ce sens, se repoussent, elles vont dans ce sens-là. Si elles s'attirent, les directions sont les mêmes dans le sens-là. Donc il y aura des forces aussi bien au niveau de la charge grand Q qu'au niveau de la charge petit q. La force n'est pas localisée uniquement en petit q ou en grand Q, mais elles seront localisées aux deux endroits. Donc on aura la loi de mécanique de Newton, parce que ça reste quand même des forces mécaniques, et pas, bien que c'est provoqué par des charges électriques, on dira des forces électriques, mais ça reste des actions mécaniques d'attraction et de répulsion. D'attraction et de répulsion. Donc, dans la loi de Coulomb, on retrouve bien sûr les actions des lois de Newton par l'entremise de la loi de l'action et de la réaction, qui est une des lois de Newton. Voilà, donc, oui, Coulomb, oui, on retrouve, dans Coulomb, on retrouve les forces, donc fatalement, des actions newtoniennes, des actions newtoniennes. Voilà, donc ici c'était une vidéo, je veux dire, qui mettait, je veux dire, juste... cette vidéo, c'était simplement pour vous dire que ce sont les que les lois de Coulomb que j'ai vues précédemment étaient des champs dus à une charge à géométrie sphérique, et que je veux dire, il n'y avait pas que ce genre de champs qui préexistent. On verra d'autres champs par après, pas pour le moment, parce que maintenant, petit à petit, je vais en arriver à faire les vidéos sur les attractions et répulsions au niveau des interactions atomiques. Justement, mon but c'était ça. J'ai vu tout ça pour expliquer comment la covalence pure, la covalence normale polarisée. Et donc, pour compléter, j'ai donné un ensemble je veux dire, d'informations pour compléter, je veux dire, tout ce qui a été vu auparavant, et que je renvoyais vers la vidéo numéro 8 où on voyait, je veux dire, la somme vectorielle des champs et le calcul de somme de potentiel au travers de plusieurs champs, au travers de plusieurs charges présentes dans un système spatial, où était placé un système de coordonnées X, Y, Z. Voilà. Et que j'ai terminé ici en faisant une analogie avec le champ gravifique et le champ électrique, et que on retrouvait malgré tout les actions newtoniennes d'action, de réaction dans les forces électriques dues à des charges en présence. Donc, il fallait prendre non pas une seule force, mais on aurait toujours deux. Hein, toujours deux. Et ces deux forces, bien sûr, elles sont toujours en grandeur égale, mais opposées, soit comme ceci, soit comme ça. Et tous les deux, toujours, bien sûr, dans la ligne d'action, passant par le centre des charges, qui peut être soit à un point s'il est ponctuel, ou si c'est une symétrie, enfin si on a un champ sphérique, par le centre des sphères. Hein.
Voilà. Donc, les forces, si ce sont des points ponctuels, on va passer, la ligne d'action va passer à travers ces lignes. Voilà, une charge grand Q, petit q. Bien sûr, on aura soit les forces comme ceci, F1, F2, l'action de 1 sur 2, l'action de 2 sur 1. Ou dans le sens inverse. Donc vous voyez qu'elles sont égales mais opposées. Maintenant, si on avait une charge sphérique, ben, il faut repasser par le centre de la sphère. Hein. Voilà, donc la ligne d'action passe toujours soit par les points, soit par les centres des sphères. Et donc à partir de là, connaissant l'action où elle se fait, on peut placer, on va dire, le point d'application de la force sera, je veux dire, soit le centre de la sphère dans ce cas-ci, si c'est une géométrie sphérique, ou si c'est des points, ben, on prendra les points comme point d'application de la force, d'action, réaction. Voilà, je vous remercie beaucoup.